Salut les caféinés, je suis à Dieppe et vous êtes dans l'épisode numéro 3 du Coffee by Tour. On va parler de ce qui s'est passé suite à la vidéo avec William Betus, avec les cerises du café. Donc suite à cette vidéo-là, j'ai repris la route, j'ai dormi à Franceville, il pleuvait, il y avait du vent, mais j'ai pu dormir dans un observatoire à oiseaux et du coup c'était pas mal. Pour ma première nuit à la Belle Étoile, vraiment pour le Coffee by Tour, eh bien c'était, on va dire, humide. Et du coup j'ai repris la route tout de suite après. Et j'ai longé toute la côte fleurie, Cabourg, Houlgat, Deauville, Trouville-sur-Mer, où j'ai rencontré Vincent. Il vient tout juste de commencer sa nouvelle activité avec son triporteur. Il fait uniquement des espressos à emporter. Et le mot qui le caractérise le plus, c'est la liberté. Toute la petite famille qui est venue me filer un coup de main. J'ai bossé 30 ans dans la restauration. Ok. Et j'ai trouvé qu'avec tout ce qui se passait, c'était le bon moment pour changer et faire autre chose. Ouais. Et puis, voilà. Merci. Donc si tu as découvert un nouveau milieu, le milieu du café. Pour l'instant on est sur les marchés, donc on fait le marché de Trouville, c'était le premier aujourd'hui. On fait le marché de Touques. Et là on est en train de travailler avec la ville de Trouville pour pouvoir circuler dans la ville à des emplacements où justement on n'a pas de bar, on n'a pas de produits à proposer à la clientèle qui est là et qui est devant nous. Et puis j'ai continué ma route jusqu'à arriver à Honfleur où j'ai posé ma tente et puis je me suis reposé juste avant de passer le pont de Normandie. Le fait de faire ça, ça permet de bien faire chauffer le filtre et également de rincer encore un petit peu le filtre s'il n'est pas très bien nettoyé. Bon, là, on peut voir que la mouture que j'utilise est beaucoup trop fine et finalement j'ai décidé de reprendre la route pour passer le pont de Normandie. Bon, ça y est les amis, c'est parti pour le pont de Normandie. Finalement, je suis arrivé au Havre. Arrivée du café vert à la reliure, du bon café vert. Je crois que c'est du geisha, c'est ça les gars? Merci à la reliure de m'accueillir dans ces locaux où j'ai pu poser mon petit duvet, mon petit matelas. Je vais pouvoir dormir au sec, à l'abri du vent. Et surtout, une première pour moi, je vais dormir à côté de quoi? Non pas un torréfacteur, mais 2 torréfacteurs. C'est trop de la bombe. Merci encore à Oriane, Thibaut, Guillaume de m'avoir accueilli les bras ouverts. C'est trop cool, je suis trop content. Vous avez vu les coups de soleil là? J'étais pas prêt. Je savais pas qu'en Normandie il faisait beau. Et demain, on tourne une vidéo. On est à La Reliure avec Guillaume, Thibaut, Oriane qui va me faire découvrir leur lieu qui est en plein chantier finalement. Aujourd'hui, on va parler de botanie. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre histoire. Pourquoi vous en êtes arrivé au café? Guillaume, tu peux commencer à... Ouais, moi j'ai rencontré Thibaut il y a 3 ans. J'étais déjà dans le café, j'avais un coffee shop et j'étais barista, mais pas dans le café de spécialité. Je connaissais, j'entendais parler, mais j'étais pas encore spécialisé. Et quand j'ai découvert les cafés de Thibaut, je suis vraiment tombé amoureux du café encore plus.
Un peu comme je le compare souvent à de la musique en fait. Des fois il y a des morceaux de musique, on ne sait pas pourquoi, d'un coup sur un solo, sur un truc, il y a des frissons. J'ai bu son café, ça m'a fait ça. Voilà. Et puis derrière, ça m'a fait ça aussi un petit peu sur le bonhomme. Donc du coup, on a travaillé ensemble pendant 2 ans. C'était mon fournisseur de café, j'étais son client et on a sympathisé en même temps. Et jusqu'au jour où c'était une évidence professionnelle aussi d'avancer ensemble. Donc on a créé il y a 6 mois notre marque de café, torréfaction, Qui s'appelle qui s'appelle Umbra Coffee Roasters, café de spécialité. Et en fait on a allié nos compétences et maintenant on complète nos savoir-faire et on se forme mutuellement. Thibaut me forme à la torréfaction, au sourcing et à tout son univers. Et moi du coup de mon côté je lui apprends un petit peu comment je sers le café et comment je veux le sublimer dans le service. Donc plutôt dans le côté barista. Dans le côté Extraction. barista, puisque du coup on a aussi notre coffee shop avec le cargo qui est installé au Wacom. Café Séguer, c'était ta première boîte. Ouais, donc Café Séguer, je l'ai ouverte en 2015. Donc elle s'est ouverte à l'issue d'un voyage au Panama où je suis resté 2 ans, où j'ai rencontré François que tu as aperçu à Caen. Ce gars-là, j'ai carrément tripé sur lui. Je suis resté 2 ans chez lui, il avait plein de projets, plein d'ambitions. En fait, il habite dans une ancienne ferme de café qui a 8 hectares, donc un beau potentiel de production quand même. Ouais, et donc du coup, on a essayé et on est en train de développer tout ça avec François, c'est d'avoir planté justement 25 000 pieds. Je suis parti du Havre pour essayer de le fuir et j'ai envie de revenir au Havre et du coup, il y a cette histoire-là autour du café. Donc j'ai essayé justement de ramener du café du Panama, d'essayer de le vendre à des torréfacteurs. Je me suis dit, en fait, je vais le torréfier moi-même. Comme ça, j'aurai vraiment ma marque et ce sera vraiment mon histoire, ce sera vraiment mon café. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le bonhomme. Et alors, comment tu t'es formé à la torréfaction Alors torréfaction, du coup, beaucoup sur internet. J'ai fait une visite chez Belco aussi. qui est l'importateur. Ouais, qui est une très belle maison d'importation de café en France et de formation. Du sourcing. Le sourcing, Ouais. c'est justement aller chercher le café vert. C'est ça. C'est tout le travail justement qu'on va essayer un peu de voir aujourd'hui. Ouais. C'est tout le travail en amont, donc c'est ce qui se passe entre le producteur et le torréfacteur. Donc c'est une étape qui est hyper importante et qui est souvent effacée envers le consommateur, mais c'est ce qui fait que aussi on a des belles tasses aujourd'hui à proposer à nos clients. Thibaut, au tout début où on s'était rencontrés, tu m'avais fait goûter du geisha. Donc je commençais pas trop mal parce que jusque-là je buvais pas du tout de café. Mais en fait, il s'est dit allez hop, je vais lui faire goûter le meilleur. Et en fait, en 2016, je suis partie en Australie du coup. Et j'ai commencé à travailler dans des coffee shops. Et en fait, les Australiens, ils sont hyper calés en café. C'est vrai que nous, souvent, on va dans un bar ou autre et on va juste demander un café comme ça, mais sans trop savoir ce que ça veut dire. Et moi, je me rappelle sortir mon carnet pour prendre la commande et juste pour un café, avoir 3 lignes décrites. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air quand même complexe et tout, et rien que pour être performante dans mon travail, je m'y suis intéressée. Et quand je suis rentrée en France, je suis allée travailler au Cargo Coffee Shop, et c'est là où quand même je me suis plus formée sur la partie barista. Et aussi de vivre avec Thibaut, ça fait que je suis quand même... Le geisha, ça marche toujours. Faut dire ce que c'est le geisha, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est le geisha. Alors ça sert pas que à pécho. En fait, le geisha, c'est une variété qui a la particularité de produire beaucoup moins. Donc du coup, tous les nutriments qui pourraient servir à d'autres cerises de café se retrouvent concentrés dans ces cerises-là, dans la faible quantité produite. Et c'est aussi une variété qui a besoin d'une belle pression atmosphérique, donc une haute altitude, et d'un terroir très fertile. Donc le Panama justement offre tout ça parce que donc on est sur un terroir volcanique et bordé par 2 océans. Donc il y a le Pacifique et les Caraïbes qui apportent des sels minéraux qui sont différents, donc complémentaires. Et donc du coup on retrouve cette belle variété là qui s'épanouit dans ce terroir là. Dans nos pays on s'en rend pas toujours compte, nos cafés ont des prix. Et derrière, il y a énormément de savoir-faire, il y a un travail de dingue. On essaye de le sublimer pour ça, on essaye de le travailler avec autant de respect pour ça, quoi. Et dans quasiment tous les pays exportateurs, en fait,
ces cafés-là, ils n'y ont pas accès du tout. À la fin de l'été, on va faire un festival autour du café et c'est l'idée vraiment derrière où moi je me suis dit au final, c'est un impact de juste dire, d'arriver et dire je voudrais un café, ça veut dire qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il y a derrière. Et c'est normal parce que on nous a pas informés avant. Alors que si tu comprends qu'il y a la production, le séchage, tout le savoir-faire qu'il y a derrière, le sourcing, la torréfaction, tu te dis, ok, je sais aussi pourquoi je paie ce prix-là, c'est pour rémunérer aussi justement les personnes qui ont travaillé derrière, quoi. Du 26 au 29 août, du coup ce sera au Havre. En fait, c'est dans le cadre d'une manifestation autour de l'Australie et du coup moi j'avais répondu à l'appel à projet parce que ça répondait bien aussi à mon histoire et je voulais établir un lien entre Le Havre et Melbourne où j'ai vécu le plus longtemps. Avant de passer au sourcing, etc., rentrer vraiment dans le cœur du café, on va parler un petit peu de l'aspect pédagogique, parce qu'on en a parlé, c'est tout l'intérêt aussi de la chaîne YouTube, de faire découvrir l'univers du café. Et cet endroit, la reliure, c'est destiné vraiment à faire découvrir le café. La reliure, donc avant tout, avec Guillaume, on avait un réel besoin de production. On voulait s'implanter en centre-ville du Havre. C'était compliqué parce que c'est quand même pas mal classé patrimoine mondial. Donc tirer une extraction en façade dans les rues piétonnes, ça nous paraissait compliqué. On s'est dit pourquoi pas trouver un espace un peu plus grand. Et puis parallèlement à nos recherches, on avait sollicité pas mal de nos amis ou des gens chez qui on aimait le travail. Et on est tombé sur ce bâtiment-là, qui a une réelle histoire qu'on ne savait pas avant de s'y implanter. En fait, c'est un bâtiment qui a été construit pour une torréfaction dans les années fin 1800. Aujourd'hui, dans ce bâtiment-là, dans notre projet, on va retrouver justement un sérigraphe qui est à côté. Notre maison de torréfaction, mais aussi qui sérigraphie nos sachets, des artistes, des photographes, Oriane qui fait de la communication et de l'événementiel. On a un plasticien aussi à l'étage, et puis une illustratrice. Et puis un gars qui fait du dessin animé. Le café au cœur de l'activité, avec d'autres activités pour rassembler, se rassembler. C'est ça. Et en fait, quand on est rentré dans ce bâtiment-là, avec ce panneau-là, on s'est dit, en fait, le nom est tout de suite choisi parce que ça relie l'histoire du lieu, mais aussi toutes les activités qu'on retrouve aujourd'hui dans le lieu se relient entre elles par rapport à nos expériences passées ou même par rapport à la complémentarité du boulot de chacun. Et donc du coup, c'était tout de suite trouvé. J'ai une question un peu à la con. C'est quoi un bon café pour vous ? Vas-y Thibaut. Alors, pour moi, un bon café, c'est une boisson qui est très équilibrée. Ce que j'essaie de faire à la torréfaction, c'est vraiment, je regarde mon café vert, j'essaie d'analyser vraiment sa propriété, ce qu'il va en tirer, et j'essaie vraiment de créer une harmonie entre son corps et son acidité. Pour moi, c'est un bon café. J'avais eu une formation sur Paris il y a longtemps maintenant, et c'était sa première question au formateur. Il avait demandé au groupe c'est quoi un bon café. Et en fait, il nous a tous laissé parler pendant au moins 1 heure, et à la fin, il nous a arrêtés. Il a dit moi, je vous dis simplement, pour moi, le bon café, c'est celui qu'on aime. Voilà. Donc ça, c'était un peu son préambule pour faire voir qu'il y avait plein de façons de boire le café, de faire du café et de découvrir le café. Après, sur un plan plus personnel, moi, c'est vrai que j'adore l'acidité. Ça fait partie de l'identité de la plante, et du coup, le retranscrire, c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer. Mais dans les cafés de Thibaut, c'est pour ça que j'ai ultra matché avec Thibaut dès le démarrage. C'est que l'équilibre en tasse, ça reflète ce que lui, il veut faire découvrir en termes de pédagogie. C'est dire, je le rends accessible à tout le monde. Et en fait, c'est une belle vision, je trouve. Donc après, à chacun, avec son café, son sachet à la maison, dans le service, on peut s'éclater, on peut faire plein de trucs. Du meilleur café du monde, on peut en faire quelque chose de bas de gamme et de vraiment pas bon. Et d'un café qui est pas forcément top, soit pas très bien torréfié, soit pas très bien sourcé, mais on peut essayer de tirer à peu près quelque chose. Alors quand on arrive à équilibrer tout ça à la base, on peut s'éclater et faire ce qu'on veut avec le café. Sublimer un café, c'est le rendre accessible et que les clients, du coup, l'aiment. Alors après, à chacun de trouver son service, et puis chacun sa clientèle aussi. Par exemple, là, quand j'ai tourné ma vidéo sur le réglage de mon Guy, eh bien, j'ai eu pas mal de questions en disant c'est quoi le meilleur réglage, et finalement, il y
Il y a des gens qui vont aimer plutôt le café amer, le café acide, et je pense qu'il faut adapter sa machine en fonction de ses propres goûts, et pas essayer d'avoir un expresso qui sort en 20 secondes tout pile. Après, on fait tous les mêmes choses. Enfin, je pense que quand on rentre dans le café à fond et passionné, et moi ça je pense peu importe le domaine de compétence ou de passion dans lequel on rentre, en général il y a toujours une phase qui dure plus ou moins longtemps où on rentre avec des codes. Parce qu'on nous dit que c'est ça, on va y aller à fond. On va se dire, ah on m'a dit que c'était ça, un espresso c'est 7 grammes et demi, c'est 25 secondes, c'est telle pression. Ça t'aide aussi parce que si t'as zéro repère au début, parce que je sais que parfois, moi je m'en rappelle au tout début quand j'y connaissais rien, Thibaut il me disait mais oui c'est simple, ça. Parce que lui il avait tout en tête, mais en fait moi j'arrivais, c'était un univers énorme parce qu'il y a tellement de choses à connaître, on s'en rend pas compte. Que du coup j'ai été un peu perdue et de me donner des repères, peut-être de me dire au début mets tant de grammes, ton eau à telle température, ça me permettait d'avoir une base et en effet une fois que mon palais il était plus habitué, j'allais moi-même jouer sur les paramètres et tester d'autres choses. Moi je parlerais plus, je suis d'accord avec le fait de justement déjà il y a tellement de goûts différents que tu peux pas juste dire tel café il est bon et point barre. C'est le respect aussi du travail du producteur. Le fait que le café de spécialité par exemple soit pas coté en bourse, ça assure une plus juste rémunération et ça je trouve que c'est hyper important. Et moi dans tous mes choix de consommation au-delà même du café, j'essaie, pas tout le temps exemplaire, mais j'essaie de me questionner quand même sur tout ça. Donc pour moi un bon café c'est aussi lié à ce qu'il y a derrière aussi quoi. C'est pas juste le goût en fait. Tout le travail de la botanie, des producteurs. On y vient. On y vient. On avait envie de parler de café vert, de calibrage, parce que justement, tout ça, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a au dos du sachet. Ça permet de mieux comprendre les informations et justement s'imaginer le profil en tasse par la suite. Donc du coup, donner un peu les armes aux consommateurs de comprendre leur café. Dans l'univers du café, il va y avoir vraiment deux grandes espèces botaniques. Il y en a plusieurs, mais les plus connus vont être l'arabica et le robusta. Dans ces espèces botaniques-là, on va retrouver des variétés. Nous, on va se consacrer essentiellement sur l'arabica, mais dans l'arabica, on compte plus de 125 variétés. Donc ces variétés-là sont arrivées dans le temps, donc il y a forcément une variété mère. Et donc du coup, toutes ces variétés-là vont avoir des caractéristiques qui sont différentes, soit en termes de quantité de production, soit en termes de qualité de tasse ou de résistance à de certaines maladies de production. Et donc tout ça, ça va justement apporter un profil en tasse. Il n'y a pas que les variétés qui vont apporter un profil en tasse, il va y avoir aussi l'altitude, il va y avoir la richesse du sol, forcément le terroir, les techniques de séchage qui sont nombreuses et qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et puis après, il y a l'entreposage, tout ce qui est justement calibrage. Donc le calibrage, c'est un terme qui a été créé pour la bourse parce qu'il fallait se mettre d'accord sur un prix d'achat. Et donc c'est ce qu'on va voir un peu avec tout ça. On va voir ici un café qui est vieux. Okay. Donc je ne sais pas si tu arrives visuellement à voir la différence. Elle est assez facile parce que c'est un café qui a plus de 2 ans. Il y a des défauts qui se créent pendant la récolte, il y a des défauts qui se créent pendant le séchage et d'autres qui se créent après. Et donc là, on va voir justement 2 cafés avec des séchages plus particuliers. Donc les 2 sont de Black Honey Process. Donc le Honey Process, c'est une technique de séchage qui consiste à faire fermenter son café dans son mucilage. Donc le mucilage, c'est la partie visqueuse de la cerise de café qui apporte les nutriments lors de la pousse du café. Et donc c'est de la faire fermenter avec cette cerise-là directement au soleil. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle un peu le honey process, parce qu'il y a justement cette substance qui rappelle le miel. Et donc il va y avoir plusieurs grades de honey process, donc le blanc, le jaune, le rouge et le noir. Donc le noir, c'est souvent de la surfermentation. Et donc on voit bien que là, c'est les 2 mêmes variétés. Donc on est sur du Caturra les 2. Quasiment les mêmes altitudes. Quasiment la même altitude. Il y en a un du Costa Rica et un du Guatemala. Celui-ci du Guatemala, celui-ci du Costa Rica. Et on voit bien que le travail du fermier est complètement différent parce que on voit une légère surfermentation sur le Guatemala qui apporte beaucoup de défauts visuellement
et en termes de grade aussi. C'est ça la superfermentation. C'est ça. En fait, tu vois bien qu'il y a un problème d'homogénéité dans le lot. Tu vois des grains noirs voilà. et plus foncés, et là le grain est plus homogène. Ouais, donc du coup c'est des défauts, mais il y a des défauts qui sont aussi valorisants pour le café. Et là, du coup, on a vraiment un profil qui est un peu plus sauvage que le Costa Rica, qui va avoir beaucoup plus de corps. Et donc du coup, c'est ça tout le travail du producteur. On peut parler de technique de séchage, mais chaque producteur va avoir sa propre technique de séchage et du coup va apporter vraiment quelque chose de différent au café. Donc mucilage, et là c'est quoi? C'est juste des cafés Alors là, donc là on va avoir 2 lavés. Ok. Donc le grain il est plus... comment est-ce qu'on... Alors souvent il est beaucoup plus vert. Il est beaucoup plus vert. Ouais, il est clean quoi. Ouais. À l'œil, il est vraiment propre. Ouais, donc là il est homogène parce que c'est du colombien et du coup le grade il est quand même plutôt bien fait. Et là on a un café naturel. Ok, qui est un petit peu plus clair que les cafés lavés. Ouais, puis un peu moins aussi d'homogénéité dans les grains. C'est un vieux lot de café. C'est quoi un vieux lot de café? C'est un lot qui a été oublié. C'est en termes de durée, c'est 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans. Alors en général, nous en tant que torréfacteur, on aime bien les cafés qui sont très frais à la récolte. Donc on va respecter une saisonnalité des récoltes. Mais ça arrive que des lots, par exemple ça c'est un vieux lot que j'avais pas fini le sachet et comme j'ai changé plusieurs fois d'endroit de torréfaction, en fait c'est un lot que j'ai oublié chez moi. Puis du coup qui maintenant a vraiment une visée pédagogique quoi. Ok. Et du coup tu sens la différence à chaque fois. Vous le torréfiez et vous ouais. Après ce qui est assez étonnant avec celui-là c'est que c'est un vieux lot. Mais en fait, quand on le torréfie, on est assez bluffé par la qualité qu'on arrive quand même à en sortir. Pas nous, mais le café. Il garde des vraies propriétés hyper intéressantes avec des notes de cerise qui sont vraiment chouettes. Une fois qu'on a trouvé justement notre variété, notre terroir, il va y avoir plusieurs techniques de production. Donc pour un petit peu grossir tout ça, il va y avoir les fermes ombragées et les grandes productions. Donc la grande différence, c'est que souvent, c'est des petites fermes avec des petites productions, donc du coup des variétés un peu plus qualitatives. Le caféier a besoin de beaucoup d'ombre pour produire, d'où un peu le nom de notre marque Ombra. C'est pas une plante de soleil comme on pourrait le croire, c'est vrai, ça a vraiment besoin d'ombre, donc plus de 60% d'ombre dans la journée. Parce que plus tu apportes d'ombre, plus le café met du temps à grandir, c'est ça. Et au niveau des sucres, c'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Et donc du coup on va avoir une maturation un peu plus longue et du coup gustativement plus complexe. Ouais, la différence entre les grandes fermes et les petites fermes, c'est que les petites fermes, on peut se permettre de faire justement du picking, donc c'est-à-dire de cueillir des cerises à maturité. Donc une récolte, ça ne se fait pas en un jour. Donc en fait le fermier va passer pendant des semaines, pendant des mois dans sa ferme et ramasser seulement les cerises à maturation. En faisant ça, on évacue déjà des défauts. Parce qu'une bonne récolte, on évacue énormément de défauts. Dans les grandes récoltes, c'est compliqué. Donc, il va y avoir plusieurs techniques, soit avec des peignes. Donc, en fait, on va passer devant un arbre de café. On va voir si, globalement, les cerises sont rouges. On passe un peigne et on récupère toutes les cerises. Donc, on a déjà une réduction d'homogénéité de la cerise, une homogénéité du café vert. Et là, dans les vraiment très grosses productions, on coupe carrément les arbres. Et donc, du coup, on coupe les arbres. Ouais. Et donc, du coup, en tout cas, les branches. Donc, du coup, on casse l'arbre quand même. Et du coup, ça apporte d'autres défauts. Là, c'est vraiment plus dans l'industriel aussi. D'autres défauts, exactement comme ça, où on a des corps étrangers. Et donc, du coup, qui, dans certaines torréfactions, peut passer. Bien torréfié, ça peut peut-être passer. Il n'y a pas de café là-dedans. Ça arrive de trouver des chaînes en or parfois. et donc une fois qu'on a notre récolte, donc par rapport à ce qu'on envisage dans notre ferme, il va y avoir une partie de fermentation. Donc là c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, Black Honey, naturel, lavé. Il y a cette technique de fermentation là qui va apporter un autre profil en tasse par rapport à justement tout ce qu'on a vu avant. Son attitude, sa ferme, sa technique de récolte et la variété plantée. C'est ce qui s'appelle le process. Le process, exactement. Le process lavé, c'est un process qui utilise beaucoup d'eau.
mais il a l'avantage justement de créer un premier tri à la récolte. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire fermenter ces fèves de café là dans l'eau jusqu'à 48 heures. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, ça dépend des fermes, ça dépend des producteurs. Et puis justement, on va avoir des fèves qu'on appelle flottantes. Donc c'est des fèves avec des faibles densités. Donc on peut voir ici. C'est des fèves avec une faible densité qui va flotter dans l'eau et qu'on va pouvoir déjà évacuer. Donc on a déjà un premier tri de grains et donc une élaboration de l'eau qui se fait à ce moment-là. La technique que j'apprécie, que Guillaume aime beaucoup aussi, c'est la naturelle. Alors pourquoi j'aime bien la naturelle personnellement, c'est parce qu'on a vraiment un développement dans le corps du café qui est très rond, qui est très bon. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est plus compliqué de trier par la suite parce qu'on n'a pas ce côté justement de fèves flotteuses. On va juste sécher notre cerise au soleil et donc du coup après avec des contrôles d'humidité déterminer si la fermentation est finie ou pas. Après un beau lot de naturel, ça peut être très très compliqué à produire du coup. Et pourtant, j'ai cru comprendre que le café nature, c'est perçu comme moins qualitatif que le café lavé. Parce qu'il y a des mauvais travail, il y a un mauvais travail du process dans des grandes productions, dans le café de spécialité. Si on a un café naturel, on a un beau café bien respecté dans son process, quoi. Les surlits africains, ils sont contrôlés, ils sont régulièrement tournés et ils sont triés, encore une fois, souvent avec un regard et des mains d'experts. Donc en général, on va avoir un très beau lot de café en café de spécialité naturel. En fait, justement, c'est bien que tu en parles parce que ça arrive à l'étape d'après, le calibrage. Donc un café naturel, on n'a pas cette visibilité-là par rapport à du lavé sur la fève de café, au niveau du traitement du café pendant son process. Donc du coup, tout ce tri-là va se faire après, post-récolte. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le calibrage. Donc c'est-à-dire que visuellement, dans les petites fermes, les producteurs, ce qu'ils vont faire, c'est trier manuellement à la main et évacuer tous les défauts pour établir un lot. Donc c'est pour ça qu'un beau lot de café naturel, c'est souvent cher parce que c'est énormément de boulot derrière. En fait, il va y avoir des défauts qui sont plus ou moins graves, je dirais. Donc tous liés à la vie du café. On va avoir par exemple des fèves noires c'est des fèves qui ont moisi en fait, qui sont soit tombées par terre lors de la récolte, qui ont été mis dans l'eau. Il y a des fèves scolitées. Donc les fèves scolitées, c'est des fèves qui ont été mangées par des insectes, donc plus ou moins graves. Par exemple, s'il y a des fèves où il y a seulement un petit trou, en fait on les reconnaît parce qu'il y a des petits trous dans la fève de café. Il y a des fèves où ils ont carrément été mangés et ça a été moisi derrière. Et donc en fait, tous ces défauts-là vont avoir une grille de notation avec justement un degré de gravité. Et le travail justement des exportateurs, des importateurs, ça va être de calibrer tout ça. Et donc du coup, sur un échantillon, donc la norme SCA, c'est sur un échantillon de 300 grammes, de vérifier tous ces défauts-là et de justement noter un café par rapport à ces défauts-là, par rapport à la grille de notation des défauts. Tu vas en avoir des rédhibitoires et d'autres qui vont avoir un quota à respecter à l'échantillon. Parce que là, quand tu me dis il trie le café vert, pour repérer ces grains de café scolité, il faut avoir l'œil. Bah, en fait, c'est ça, Il faut voir Thibaut quand il reçoit son café. Mais clairement, il est là pendant une demi-heure à trier son café. Après, là, c'est vrai qu'on t'a parlé de ça, mais il y a tout ce qui est usinage. Aujourd'hui, on a des outils agroalimentaires qui sont très cool, qui permettent justement d'éliminer tous ces défauts-là mécaniquement. Donc, il y a plein d'outils. Que ce soit au niveau du criblage, on n'a pas parlé du criblage, mais c'est aussi important dans le lot, c'est l'homogénéité de la taille des grains. Parce que la torréfaction, c'est quelque chose qui va se voir, parce que forcément, un grain plus petit va cuire plus rapidement qu'un grain plus gros. Et donc tout ça, en fait, il y a des machines qui nous accompagnent. Mais après, tout dépend aussi de la taille de la ferme, du budget de la ferme, si elle travaille en coopérative ou pas. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire du café.
Et justement, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi, c'est tout le travail derrière la ferme et d'expliquer tout ça. Pour donner quelque chose de concret aux spectateurs, c'est que s'ils prennent un café torréfié, ils peuvent regarder le grain de café et voir s'il y a des défauts. Alors, il y a des défauts qui se voient torréfiés, mais il y en a d'autres qui ne se voient pas. Et qui se voient que quand le café est vert. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'industriels aussi, où la torréfaction est un peu plus poussée. C'est pour camoufler certains de ces défauts-là. Pas forcément visuellement, mais aussi à la tasse. Dont en développant l'amertume, justement, on va couvrir certains défauts. Et non, il est important de voir le café vert avant de torréfier, parce que justement, il y a plein de défauts qui se camouflent à la torréfaction. Mais c'est pas possible pour les personnes qui achètent leur café déjà torréfié. Non. Ils vont pouvoir sûrement repérer le café scolité. Ouais. Ça, tu peux voir. Dans ton café torréfié. Après, il y a par exemple plein de cafés qui ont des défauts liés à l'usinage, justement. Donc, soit cassés mécaniquement. Et du coup, tu as plusieurs défauts que tu peux voir torréfiés, mais d'autres non. Mais par contre, tu les sens en tasse. Et ça, justement, ça fait partie du sensory skill. C'est d'analyser une tasse avec des défauts. Ça fait partie d'ailleurs sur les grilles de notation SCA d'une colonne où on note justement les défauts en tasse. Dans un paquet de café torréfié, les cassés, ça peut être aussi lié au process de torréfaction. Ouais. Voilà, quand tu le sors sur ton mixeur, il peut très bien se casser aussi avec les hélices. Dans le transport, il peut se casser aussi. Donc, un grain de café cassé dans un sachet de café, c'est pas spécialement un café qui avait un défaut vert à la base. Qu'on a beaucoup vu dans les dernières années, dans les torréfactions un peu plus traditionnelles, c'était par exemple l'exemple d'un Colombien Excelso, où pendant longtemps on pensait que l'Excelso c'était une variété, mais en fait pas du tout, c'est juste un criblage. Donc en fait c'est juste une taille de grain, on fait un pourcentage. Donc par exemple on prend 100 grammes, donc on a notre table de criblage avec justement des trous différents. L'objectif c'est de voir justement sur 100 grammes, pour représenter 100%, combien de grains représente chaque tamis. Ok. Après là t'es déjà sur des lots établis, donc Ouais. Normalement, c'est déjà voilà. bien Tu vas- trié. Tu vas retrouver quelques petits défauts aussi, quoi. Ok. Le fait que justement ça soit pas homogène et ces grains-là ils vont être torréfiés un peu plus fort. Exactement. Que Ils n'auront pas celui-ci. les mêmes besoins de torréfaction. Et du coup en tasse, là ça va plutôt sortir de l'amertume. Ouais, exactement. Et là, Le profil de cuisson un peu plus ce qu'on voulait en tirer. Donc en fait la réaction de Maillard va être beaucoup plus rapide sur les petites fèves. Panaméen par exemple, je parle du Panama parce que je connais bien. C'est rien à voir. C'est comme si on me disait un vin de France. J'aime bien le vin de France, mais il y en a tellement. Donc du coup, c'est ça aussi à travers tout ça. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que d'une ferme à l'autre, même voisine, le café va complètement changer parce que il y a un travail différent derrière. merci à Ombra Coffee, la reliure, Ombra Coffee Roaster, Ouais. c'est ça, de m'avoir fait découvrir toute la botanie du café vert. J'espère que vous avez pu en apprendre plus. Et où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à votre travail? Déjà, venez découvrir la belle ville du Havre. Notre projet La Reliure, parce que c'est pas que autour du café, justement, c'est un projet humain et culturel. Et puis sinon, vous pouvez retrouver forcément nos cafés sur Internet. Je mettrai les liens en description. Et ton festival du café qui... Qu'on pourra pareil retrouver pour l'instant, j'ai pas encore lancé les réseaux sociaux. J'ai pas encore lancé les réseaux sociaux officiels, mais en tout cas via mon entreprise qui s'appelle Collective. Si on tape Collective sur Facebook ou Instagram, on peut me retrouver comme ça. Ou je suis aussi sur les posts de La Reliure ou de Ombra. Donc il y a bien un moment où on verra ma petite tête. Je mettrai un maximum de liens dans la description de la vidéo. Merci encore. Merci beaucoup Quentin. C'est cool de ton passage et de Avec- t'avoir rencontré. Avec plaisir. Et maintenant, je pense qu'on va aller se faire des cafés. Bah oui. C'est parti. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va vous offrir un paquet de café. Et donc, il va falloir suivre le compte de Ombra Coffee Roaster, mon compte, et bien sûr liker et commenter le post
de le post Instagram que je vais publier et je vais mettre tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à les poser, même si c'est en dehors du sujet qu'on vient de voir, parce que moi ça me permet comme ça de m'intéresser aussi aux questions qui se posent et puis d'essayer de répondre justement à ces questions-là. C'est super intéressant pour moi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on va plutôt voir mon trajet, on va moins être sur l'aspect pédagogie. Ça va être un peu plus fun, un peu plus l'aventure café. N'hésitez pas à aller sur le site de Ombra Coffee Roaster. Ils proposent vraiment des cafés accessibles, comme leur café, le paquet de café qu'ils m'ont offert. C'est ce paquet de Access qui est un paquet de 250 grammes. Et du coup, celui-ci, il est à 5,50 €. Donc c'est vraiment un café de spécialité qui est très accessible. Je pense que c'est un des plus accessibles cafés qu'ils existent en France. En tout cas, on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Allez, ciao!